Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est depuis ce lundi 29 août que le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé au lancement officiel du logiciel informatique dénommé Système intégré de gestion de marchés publics. Au cours de la cérémonie de présentation de ces logiciels, le président a recommandé au gouvernement de tendre l'usage de cet outil informatique à toutes les entités publiques. Suivez. Les lignes avaient été définies lors du dernier Conseil de ministres au sujet de la mise en place d'une plateforme informatique devant renforcer la transparence dans la gestion de marchés publics. Ce lundi, au Capitole de l'hôtel King Plaza, le président de la République est venu rendre effectifs ces nouveaux outils dans la passation de marchés. Il s'agit du système intégré de gestion de marchés publics SIGMAP, mécanisme qui offre la possibilité d'autonomiser l'ensemble de procédures en réduisant le délai de traitement des dossiers et en assurant leur traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. Dans son allocution, le ministre d'État, ministre du Budget, a rappelé les circonstances de la mise en œuvre de cette réforme. Aimé Boji a par ailleurs indiqué que cette plateforme informatique va véritablement concourir au renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques et générer des économies substantielles pour les trésors publics. Cette plateforme permettra à chacun des acteurs de jouer pleinement son rôle dans la chaîne de passation des marchés publics. Le SIGMAP comprend un portail web permettant de mettre à la disposition du grand public toutes les informations pertinentes sur la procédure des passations et d'exécution des marchés publics. Prenant la parole pour son discours de lancement du SIGMAP, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a soutenu que l'heure a sonné de mettre un terme à toute pratique irrégulière des gestions dans le secteur des finances publiques. Le système d'information qui est lancé traduit ma volonté et celle du gouvernement d'assainir durablement le secteur des marchés publics. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'heure a sonné de mettre un terme à toute pratique irrégulière de gestion dans le dit secteur. Pour ce faire, ce logiciel mettra au grand jour les processus et les informations qui, jadis, étaient très opaques. Il est donc important que les acteurs de la commande publique dans notre pays s'approprient l'outil présenté ce jour, qui, de toute évidence, renforcera la transparence dans la gestion des marchés publics, tant dans leur passation que dans leur exécution et contrôle. S'en est suivi juste après la présentation vidéo séance tenante du système intégré des gestions des marchés publics, logiciel produit par des Congolais. L'assistant technique du COREF a insisté sur la traçabilité de cet outil. C'est donc un pas de plus dans la marche vers le renforcement de la responsabilité, un des critères de la transparence qui vient d'être franchi ces jours. Dans un message adressé au peuple congolais et signé ce mardi 30 août, le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, Martin Fayoulou, exige la démission du bureau de l'Assemblée nationale au regard de la rémunération des députés nationaux qui s'élève à 21 000 $ par mois depuis janvier 2022. Par ailleurs, le président de l'SID exige une enquête des institutions en charge du contrôle des finances publiques pour établir les responsabilités. Au sein de la plateforme Lamuka, avec le président élu Martin Fayoulou, nous sommes très indignés et choqués d'apprendre que depuis le mois de janvier 2022, un député national en RDC est payé 21 000 $ le mois. Cette augmentation de la rémunération des députés nationaux qui passe de 10 à 21 000 $ par mois est injustifiée et est illégale. Dans un pays où 70% de la population survit avec
moins de 2 $ par jour, payer les députés nationaux 21 000 $ sans une base légale est une forme de corruption morale. Les députés nationaux actuellement, si base de ces 21 000 $ est payé 15 fois plus qu'un professeur d'université, est payé 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier dans l'administration publique. Les députés congolais aujourd'hui est devenu les députés les mieux payés même que les députés français ou les députés américains. Tout ceci dans un contexte où les pouvoirs d'achat des Congolais diminuent, la pauvreté s'accentue, l'inflation est galopante et où M. Félix Tshilombo a faussement donné des injonctions au gouvernement de baisser les trains de vie des institutions. Mais comment peut-on prôner la baisse des trains de vie des institutions tout en se contredisant en augmentant les salaires des députés nationaux? On apprend même que le président de l'Assemblée nationale toucherait plus de 200 000 $ par mois et en même temps un policier survit avec 81 $ les mois. Nous condamnons fermement ceci. Nous exigeons la démission immédiate de M. Mbosso parce que tout ceci n'aurait pas été fait si Mbosso n'a pas exécuté, yeux fermés, les ordres de M. Félix Tshilombo, qui déjà il y a 8 mois avait déjà fait un cadeau de 47 000 $ aux mêmes députés. Aujourd'hui, il donne un autre cadeau de 21 000 $. Vous venez justement de suivre le communicateur de Lamuka et collaborateur de Martin Fayulu, Prince Epenge, qui a donné de la lumière à ces sujets. Dans ce journal, revenons sur le précédent hebdomadaire du Conseil des ministres tenu vendredi 28 août. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi, assurant l'intérim du ministre de l'Économie nationale, a présenté aux membres du gouvernement les stratégies envisagées pour garantir les approvisionnements en carburant et des réductions du coût de la subvention pétrolière. Jemima Wanja nous en fait le point. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, assumant l'intérim du ministre de l'Économie, a présenté au cours de ce conseil les stratégies envisagées pour garantir les approvisionnements en carburant et de réduction du coût de la subvention pétrolière. Dans son intervention, Nicolas Kazadi a indiqué que le gouvernement tient à compenser la hausse du cours mondial des produits pétroliers pour une politique de subvention couvrant les pertes subies par les sociétés en raison des prix relativement bas fixés à la pompe afin de prioriser le bien-être social et de protéger le pouvoir d'achat de la population. En effet, le coût annuel de cette subvention est évalué à près de 400 millions de $ depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. D'après ce compte rendu du Conseil, ces ressources importantes sont à comptabiliser à l'actif du gouvernement comme dépenses sociales au titre des interventions directes pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. Pour le gouvernement, pour des raisons de transparence et de gestion orthodoxe des ressources publiques, un certain délai est nécessaire pour procéder à l'évaluation et à la certification des pertes subies par les sociétés pétrolières avant d'envisager le décaissement de la subvention. Pour pallier à la problématique, une facilité de financement a été envisagée par le ministre de l'Économie afin de garantir les approvisionnements en carburant et réduire le coût de subventions pétrolières. Cette facilité, dont le montant s'élève à 500 millions de $, repartie en tranches, pourrait être offerte au gouvernement à des conditions quasi concessionnelles et permettra aux importateurs locaux d'accéder directement au carburant en supprimant les coûts additionnels. En outre, le ministre de l'Économie nationale prévoit de renforcer la synergie avec d'autres initiatives en cours, notamment celle de faciliter Société nationale des hydrocarbures du Congo et United Bank for Africa.
Vous le savez, les membres et les militants de l'Alliance pour le changement étaient sur terrain hier lundi à travers une marche de contestation du traitement réservé à leur leader Jean-Marc Kabound qui continue à rester à la prison de Makala alors que son assignation en résidence surveillée a été bel et bien décidée par les magistrats. Benz Bouanakawa revient sur le déroulement et les atours de cette marche de l'Alliance pour le changement. Tout observateur aura raison de se demander si la destruction de la couche d'ozone n'a imposé son impact que sur les longs de l'avenue des Huileries, c'est lundi 29 août, car la chaleur qui y a régné n'avait rien de précédent depuis l'existence de l'Alliance pour les changements. Calico et effigie en main, chansons, des motivations et des révoltes de troupes, c'est avec énergie que les compagnons de Jean-Marc Kabound ont marché pour exiger la libération de leur chef de file en prison, pourtant assigné en résidence surveillée par le parquet. Nous sommes venus réclamer la liberté à notre président Jean-Marc Kabound. Nous allons déposer notre mémo jusqu'au parquet des grandes instances, afin d'exiger sa libération. Nous dénonçons l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place qui veut barrer route à notre leader pour sa candidature aux prochaines élections. Du rond-point Huileries vers le parquet des grandes instances, où un mémo devait être déposé à l'intention du corps judiciaire congolais, le parcours s'est arrêté vers le camp Lufungula lorsque les agents de la police ont dispersé les marcheurs. S'opposant à cette action, des agents de l'ordre, ces pro-Kabound n'ont pas manqué des mots. Nous sommes devant la communauté tant nationale qu'internationale parce qu'il s'agissait de notre marche pacifique qui est garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est avec tristesse et désolation que nous avions appris ce qui s'est passé sur place. Et ce que nous avions vécu sur place démontre à suffisance que M. Tshisekedi veut à nouveau s'installer comme étant un nouveau petit dictateur en République démocratique du Congo. Parce que ce que nous avions vécu en cours de route pendant que nous étions en train de marcher peut tout définir, sauf la démocratie. La question la plus importante que se pose le commun de mortels reste la raison du maintien de l'ancien président ad intérim de l'UDPS à la prison de Makala, en lieu et place d'une résidence surveillée à son domicile par exemple. Et la chef de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, Bintou Keïta, séjourne depuis lundi 29 août à Béni, où elle a échangé avec la population de cette région sur les impacts causés sur les hostilités d'anti-MONUSCO sur l'ensemble du collectif des Nations Unies. Commentaire Stéphane Mouchipaï. Bintou Keïta, chef de la mission de la MONUSCO, est arrivée à Béni depuis ce lundi 29 août où elle a échangé avec la population béninoise concernant les hostilités anti-MONUSCO qui se sont vécues ces dernières semaines dans cette partie est du pays. Selon elle, ces hostilités ont eu un impact très négatif sur l'ensemble du collectif de membres des Nations Unies. Toujours dans le même fil d'idées, la chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, a rajouté que, en sa qualité d'agent habilité pour la sûreté et la sécurité, ce serait important d'être prudent au vu du retour des activités, tout en sachant que l'impact de la situation vécue récemment a été très traumatisante pour toute l'équipe des Nations Unies. La population, quant à elle, n'est pas restée silencieuse. Après avoir écouté les messages de Bintou Keïta, elle a salué cette visite et ne demande rien d'autre que la paix dans cette région qui a longtemps souffert des tueries et incursions des différents groupes armés. Il s'y est de rappeler que une trentaine de civils et 3 casques bleus ont connu la mort dans plusieurs régions de la partie est du pays où cette manifestation d'anti-MONUSCO a fait couler beaucoup d'encre et salive. Parlons éducation à présent. Engagement pour une école privée de qualité. C'est le principal thème de 3 journées de la table ronde des écoles privées agréées lancée ce mardi 30 août par les ministres de l'EPST, Tony Mwaba. Améliorer la qualité de l'enseignement, lutter contre toute forme d'antivaleur, tels est les défis à relever dans le système éducationnel. Serge Kimbila, Dadi Maneka. C'est sur cette note que je déclare ouverte la table ronde des écoles privées agréées
Et je vous remercie. Les acteurs éducatifs évoluant dans le régime de gestion des écoles privées agréées dans les systèmes éducatifs vont réfléchir et échanger au cours de ces 3 journées de la table ronde des écoles privées agréées. Question d'améliorer la qualité de l'enseignement dans une branche des sous-secteurs du système éducatif congolais. Présent à ces assises, le coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité, conseiller et représentant du chef de l'État, a soulevé l'intérêt et la vision qu'éprouve le chef de l'État à l'éducation des enfants congolais. En effet, dans la vision du président de la République, l'éducation constitue le socle sur lequel repose l'émergence de la République démocratique du Congo en tant que puissance économique, politique, culturelle, voire militaire au cœur du continent africain. Car c'est l'éducation qui va doter le pays des élites porteuses de cette nation. Le ministre Tony Mwaba a quant à lui exprimé sa bonne foi d'améliorer la qualité de services éducatifs dispensés dans la lutte contre toute forme d'antivaleur qui s'observe actuellement dans les systèmes éducatifs congolais. Du point de vue accès et équité, de mettre fin à toute forme de pratique d'antivaleur qui compromettent l'accès qui est un droit pour les enfants dans les écoles privées. La vente des chaises, la vente des uniformes scolaires, des tables, des frais de confirmation d'inscription, frais d'inscription, vente des uniformes, achat des briques de construction, etc. C'est pourquoi, à l'issue des tables rondes, chacun devra prendre un an de conscience, un engagement dans la lutte contre les antivaleurs. Du point de vue qualité, les normes de viabilité dans la plupart des écoles privées sont décriées. J'instruis l'inspection générale de procéder dès la rentrée scolaire prochaine à un contrôle généralisé des normes de construction et de viabilité de toutes les écoles privées agréées en vue de voir dans quelle mesure trouver des mesures qui s'imposent et ou de formuler des recommandations échéanciers en vue de permettre à chacun de se mettre en ordre. À ce sujet, une commission devra travailler sur ces. Un seul objectif attendu de ces travaux, obtenir de participants des résolutions et surtout un engagement de tous les acteurs éducatifs des régimes de gestion des écoles privées agréées. Scolaire 2022-2023, les fournitures scolaires sont de plus en plus visibles sur le marché à Kinshasa, plus qu'une semaine avant la rentrée des classes confirmée pour le 5 septembre par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Pourtant sur place, entre vendeurs et parents, les avis divergent. Stéphanie Pagna pour les commentaires. Fixé pour le 5 septembre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la rentrée scolaire se fait savoir rien qu'en longeant les coins et recoins du marché. Plus que quelques jours, uniformes, cahiers, lattes, stylos, boîtes mathématicales, sac à dos, pour ne citer que ça, voilà les éléments nécessaires pour un bon début de classe. Pourtant, les vendeurs de ces articles restent sceptiques en ce qui concerne la liquidation de leurs marchandises. Nous ne vendons pas, c'est comme si les cours ne reprennent pas. Il n'y a pas d'argent, nous ne pourrons même pas acheter les fournitures des enfants. C'est déjà un échec cette rentrée scolaire. Voyez-vous vous-même, les clients viennent et déclarent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ils veulent acheter au prix d'achat de la marchandise. Quant aux parents, la nouvelle année est la bienvenue. Je suis sûre que le 5, les enfants vont reprendre le chemin de l'école. J'ai déjà acheté les uniformes, emmenés chez les tailleurs qui confectionnent déjà. La rentrée scolaire devra se faire dans le strict respect des gestes barrières, conformément au protocole de la lutte contre la Covid-19. Sachez dans un autre chapitre, les Koulouna qui ont été présentés lundi sur la place publique du terrain de Flamboyant à Kinshasa-Gombe ont regagné les cellules de leurs communes respectives
avant d'être conduits dans le jour qui vient à Angenga ou Ekafela. Selon la police nationale, il est demandé par ailleurs aux tenants de bars possédant de matériel sonore d'éviter tout tapage en dehors des heures creuses, soit à 21 h, au risque de se faire ravir de ces matériels et d'être mis aux arrêts après le deuxième avertissement. De même pour les responsables des églises qui vont se livrer au tapage nocturne, ils se feront arrêter. Les conducteurs de moyens de transport en commun de la ville de Kinshasa sont appelés à un contrôle technique qui consiste à un paiement de taxes et l'obtention d'un document d'autorisation de transport de passagers et leurs biens. Cette décision a été prise samedi 27 août par les ministres provinciaux de transport de la ville de Kinshasa. Les chauffeurs ont-ils obtempéré à cette décision? Regardez ces reportages. Nombreux sont ces chauffeurs qui ne se sont pas encore inclinés aux décisions de l'autorité provinciale relatives au contrôle des documents de bord, attestant le contrôle technique des véhicules. Tous de même avis, ces conducteurs de transport en commun réclament, primo, une réhabilitation des routes et des solutions à des problèmes de tracasserie routière auxquels ils font face. Aujourd'hui, nos routes ne sont plus en bon état, ce qui est à la base de la destruction de nos véhicules. Il faudrait normalement que les routes soient réhabilitées pour que le contrôle technique ait son impact. Il convient de signaler que ces mesures du gouvernement provincial ont été prises par le ministre provincial en charge des transports au regard de certains véhicules non favorisés visibles dans la ville de Kinshasa, n'assurant pas la sécurité des passagers et de leurs biens. Parlant élection 2023, le bilan du président Tshisekedi est jugé positif vu l'état dans lequel il a pris le pays. Quant au retour de Joseph Kabila au pouvoir, comme le souhaitent ceux de sa famille politique, Gandhi Kasende s'inscrit en faux vu sa cotation par le peuple, laquelle laisse à désirer. Il est au micro de Laurence. Bientôt les élections en République démocratique du Congo, mais quel est le jugement par rapport au bilan de Félix Tshisekedi? Gandhi Kasende le juge positif. Difficile de juger puisqu'il prend quelque chose, un pays dans un état calamiteux. Le pays était presque sinon dans le gouffre. Difficile de le juger puisqu'il fallait d'abord qu'il reprenne les choses, que la tête de l'État puisse sortir de l'eau au moins au niveau du nez. Je pense que là, il a plus ou moins réussi à faire en sorte que le pays respire, même si aujourd'hui on peut dire que le peuple n'a pas encore bien respiré. Mais il y a des indices qui prouvent que le peu qu'il a fait, ça aura des résultats d'ici dans les années à venir. Quant au retour de Joseph Kabila Kabange au pouvoir, M. Gandhi Kasende s'est dit sceptique. C'est lui qui a vendu un pan entier de notre économie, à savoir la plupart des entreprises qui nous rapportaient. Je citerai la Gécamine, je citerai la MIBA. Demandez aux gens qui travaillent dans ces sociétés, qui a mis à bas ces grandes sociétés qui rapportaient à l'État, qui employaient beaucoup de gens. Ce n'est pas Kabila. Donc on dirait que le Congolais ont ce qu'on appelle, il y a une expression française qui, au niveau international d'ailleurs, pas seulement française, le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire où les preneurs d'otages, vous êtes pris en otage, mais maintenant on veut vous libérer et mettre à nu et à mal vos preneurs d'otages, vous défendez, vous soutenez votre preneur d'otages. Mais c'est un peu le syndrome de Stockholm. Non, il peut revenir, même si la loi ne le lui permet pas, il peut revenir. Il aura quelques voix. Mais si la majorité des Congolais votent pour lui, je dirais qu'il y a un problème dans ce pays, c'est que le Congolais, au lieu de marcher comme nous, il marche sur la tête. Dans le monde, célébration ce 30 août de la Journée internationale de personnes disparues. L'Organisation des Nations Unies alerte sur le nombre croissant des disparus à Kinshasa. Par contre, les disparitions sont de plus en plus fréquentes, précisément dans les cas des enlèvements. Le monde célèbre ce 30 août la Journée internationale des personnes disparues.
44 000, soit 45%, et c'est le nombre de disparus cette année sur le continent africain, dont la plupart sont des enfants. Ce chiffre est justifié pour la plupart des pays en Afrique par les conflits armés, selon le Comité international de la Croix-Rouge, et le nombre restant, soit 82% des personnes disparues, sont originaires des pays où sévissent ces combats. Le Nigeria compte à lui seul près de 24 000 personnes, soit plus de la moitié du nombre total des personnes disparues en Afrique. Il est suivi par l'Éthiopie, le Sud-Soudan, la Somalie, la Libye, la République démocratique du Congo et le Cameroun. En RDC, en dehors des conflits armés, sévit également le phénomène kidnapping. Ce dernier consiste à enlever une personne, et quel que soit son âge, par la suite demander une rançon en guise d'échange avant que le captif soit libéré. Plusieurs familles sont victimes et ne cessent de passer des messages d'interpellation pour en épargner plusieurs autres. Entre-temps, ceux qui n'ont pas les moyens de se faire libérer restent captifs et indéfiniment recherchés par leur famille. En dehors de nos frontières, le parti historique au pouvoir en Angola, le MPLA, a remporté les élections législatives selon le résultat officiel le lundi 29 août en offrant un second mandat au président sortant João Lourenço. Hier, c'était la confirmation des résultats électoraux par la Commission nationale électorale. C'est avec 51,17% de suffrages que le mouvement populaire pour la libération de l'Angola remporte ces élections, contre 43,95% pour le premier parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, a déclaré la Commission électorale nationale, après avoir été menacé de ne pas signer les résultats finaux. Le MPLA, qui l'avait remporté haut la main en 2017 avec 61% des suffrages, enregistre ainsi son plus bas score. En 2012, il avait rassemblé 71,84% des votes. Il conserve la majorité au Parlement avec 124 sièges sur 220. Mais il perd la majorité des 2 tiers qui lui permettait jusqu'ici d'adopter une loi sans le soutien d'un autre parti. Le 24 août, le peuple angolais a décidé de reconduire le MPLA à la tête de l'Angola pour les 5 prochaines années, malgré la contestation de ces résultats par l'UNITA. Cette opposition a désormais 3 jours pour saisir la Cour constitutionnelle. Accueillant ce vote de confiance, le président João Lourenço a de son côté promis de faire de l'Angola une grande économie, une grande démocratie, une société où tous les Angolais pourront avoir les mêmes opportunités. Pour plusieurs observateurs, la dépréciation des résultats de João Lourenço lors des dernières élections est due notamment à la révision à la baisse de la qualité des conditions sociales du peuple angolais. Revenons pour parler culture. Cela fait plus d'un siècle depuis que les nations africaines se sont lancées dans l'optique de leur autonomisation, repoussant ainsi l'idée de toute forme de colonisation de la part des impérialistes. Malheureusement, la question de la promotion et de la protection de la culture authentiquement africaine semble toujours ne pas être au menu. Dans cet état de choses, l'Afrique peut-elle espérer une réelle souveraineté? Benz Bouanaka a réfléchi à ce sujet. Autant on reconnaît l'arbre par ses fruits, on reconnaît un peuple par sa culture. La culture est donc l'ensemble des comportements, pratiques ou des réalisations qui caractérisent et définissent un peuple. Elle est pour ce peuple sa façon particulière de vivre, de penser, de voir et de faire les choses. Étant une disposition naturelle pour toute société humaine, rien ne justifie que cela soit une utopie pour le peuple africain, étant donné que la culture est l'espace. Étant donné que la culture est l'aspect le plus important pour la reconnaissance de l'identité d'un peuple. Plusieurs peuples à travers le monde sont capables d'entretenir des actions les plus répressives contre tout système ou organisation visant à leur ôter les valeurs qui les distinguent des autres, ce qui pour eux serait un manque de respect pour leur existence en tant que communauté. Le cas des Chinois, des Japonais, des Coréens et même d'autres peuples d'Afrique comme
les Zoulous, les Baka, les Gambiens et autres en font foi. Mais pour le reste du peuple, rire, se coucher, se vêtir, se maquiller, trouver des solutions à ces problèmes et même rendre justice n'ont des sens que lorsque cela se produit suivant le seul modèle occidental par l'effet de la colonisation autrefois imposée, aujourd'hui malheureusement acquis volontairement. En RDC par exemple, les us et coutumes locales n'apparaissent que lors du mariage coutumier et en partie car même les gardiens de ces coutumes sont les moins bien vus de la société, surtout aux yeux de ceux qui restent attachés à leur religion importée. Oui, l'Afrique peut recouvrer sa dignité perdue pour assurer son épanouissement dans un délai record, mais cela n'aura de sens que lorsque l'Africain se reconnaîtra en tant que peuple à part entière et non un sous-peuple. Et puis en sport, deuxième journée des travaux des États généraux du sport après l'ouverture hier lundi de ces assises à Mbouela Lodge au Congo central. Ce mardi 30 août ont démarré les travaux en commission. Présent à ces assises, Bob Toko nous fait le point. Et nous sommes effectivement le mardi 30 août et cette deuxième journée par rapport à ces États généraux des sports de la République démocratique du Congo sera exclusivement consacrée à la répartition des membres participants à ces États généraux en commission. Vous savez, ils vont se répartir en 6 commissions et c'est en fonction des 6 thématiques. On va vous le rappeler, application et amendement de la loi sportive, il y a la thématique politique sportive nationale et le programme national de développement des sports à l'horizon 2024. Il y a également la commission infrastructure et équipement sportif, la formation professionnelle, la formation, professionnalisation, financement et sponsorisation des clubs. Il y a stratégie relative à la promotion des sports et de mouvements, des structures d'accompagnement des mouvements sportifs. Et la toute dernière thématique, c'est celle qui va se consacrer à l'évaluation des États généraux de l'année 2008. Alors aujourd'hui, mardi, c'est la première journée exclusivement technique parce qu'on a commencé ce matin. Il y a derrière moi dans cette salle les panélistes qui sont en train de se répartir en groupe et chaque groupe va devoir faire son exposé d'entrée et un peu plus tard, dans l'après-midi, ce sera la répartition de tous les panélistes en commission pour travailler chaque groupe par rapport à sa thématique. On va travailler à cette allure jusqu'aux alentours de vendredi, journée où on pourra passer aux conclusions pour en arriver bien sûr à l'objectif qui sera de pondre une résolution finale qui sera peut-être répartie en plusieurs axes ou ça dépendra du format qui sera pris. Donc je vous rappelle qu'hier, le ministre du Sport Serge Kondé était présent à Mbouela Lodge pour donner le go de ses activités. Il a été accompagné de certains membres du gouvernement, du représentant du président de la République, mais également de son collègue ministre du Sport béninois qui a fait une très belle exposé. En tout cas, on va observer ce qui va se passer aujourd'hui et certainement l'évolution de la situation vous sera faite par rapport à ce qui se déroule ici à Mbouela Lodge où nous sommes. Bob Toko pour tous à la télévision. Les éliminatoires de la Coupe du monde de basketball 2023, les léopards de la République démocratique du Congo ont fléchi les genoux pour la 3e fois consécutive. C'est dimanche 28 août 2022 à Monastir face aux Aigles de Carthage sur la note de 45-57. Stéphane Mouchipai nous en dit plus. Does a good job as well. Une autre sortie ratée pour les léopards du basket ce dimanche 28 août 2022 à Monastir où les fauves congolais ont mordu la poussière pour la 3e fois consécutive devant les Aigles de Carthage sur un large score de 45-57. Un match comptant pour la 3e journée de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2023 qui se tiendra du 25 août au 10 septembre 2023 en Indonésie, Japon et aux Philippines. Les tenants du titre d'Afro-CAN 2019 se voient toujours impuissants devant ses adversaires directs. Malgré les 2 premières défaites enregistrées face à l'équipe du Cameroun et du Soudan du Sud, le léopard ne cesse de fléchir les genoux.
Cette défaite vient donc de suspendre au bûcher l'espoir de tous les amoureux du basket qui aimeraient voir les drapeaux de la RDC flotter à ce prestigieux tournoi mondial qui se jouera en août de l'année prochaine. Il s'y est de rappeler que la 5e fenêtre des éliminatoires de la FIBA 2023 est prévue le 24 février 2023 où les Léopards sont appelés à opérer un miracle pour au moins espérer à une qualification. Comprenez, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Le prochain journal, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosungana TV. Au revoir.